Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle de la fenêtre de ma cuisine, projetant des motifs délicats sur la table en chêne où je sirotais mon café. À 70 ans, je m'étais installée dans une routine confortable dans la maison à 2 étages, qui était mon foyer depuis plus de 4 décennies. Chaque matin commençait avec un café frais dans la tasse en céramique bleue que Richard m'avait offerte pour notre 25e anniversaire, suivi de l'arrosage des bégonias sur ma terrasse arrière. Je m'appelle Hélène Lefebvre et je suis veuve depuis 18 ans. Richard, mon mari, avait été un comptable dévoué au même cabinet pendant 30 ans, avant qu'une crise cardiaque soudaine ne l'emporte. Il m'avait laissée dans une situation financière stable, pas riche, loin de là, mais suffisamment à l'aise pour entretenir notre maison et vivre sans souci constant. « Bonjour, Madame Lefebvre », lança Madame Pelletier, ma voisine, en ramassant son journal. Elle avait la cinquantaine, une décennie de moins que moi, mais nous étions voisines depuis assez longtemps pour avoir développé une amitié confortable. « Bonjour, Diane. Belle journée, n'est-ce pas ?» répondis-je, admirant comment le soleil d'octobre baignait notre tranquille rue de banlieue pavillonnaire d'une lumière dorée. Après avoir arrosé mes fleurs, je retournai à la cuisine pour faire une liste de courses pour la semaine. Mon fils, Antoine, et sa famille venaient pour le dîner du dimanche, une tradition que nous avions maintenue depuis qu'il était enfant. Antoine était mon unique enfant, maintenant âgé de 42 ans, comptable comme son père. Il avait toujours été un bon fils, studieux, respectueux et travailleur. En notant les ingrédients pour mon fameux bœuf bourguignon, je jetai un coup d'œil aux photos de famille qui ornaient le mur du couloir. Richard et moi, le jour de notre mariage, en 1972, la remise de diplôme du lycée d'Antoine, des vacances en famille au Mont-Blanc, quand Antoine avait 12 ans. L'ajout le plus récent était la photo de mariage d'Antoine, datant de 5 ans. Je souris en me rappelant combien il était beau dans son smoking, bien qu'un léger froncement de sourcils traversât mon visage en pensant à sa femme. Mon téléphone portable sonna, interrompant mes pensées. Je n'étais toujours pas entièrement à l'aise avec la technologie, mais Antoine avait insisté pour que je le garde sur moi en cas d'urgence. « Allô ?» répondis-je un peu plus fort que nécessaire. « Maman, c'est Antoine. C'est toujours bon pour le dîner de dimanche ?» « Bien sûr, mon chéri. Je prépare ton bœuf bourguignon préféré. »« Super. Scarlett est aussi impatiente de te voir. »« Oh, et est-ce que ça va si on vient vers 16 heures au lieu de 14 heures ? Scarlett a un truc plus tôt dans la journée. » Un truc. C'était toujours un truc avec Scarlett. En 5 ans de mariage, je ne l'avais jamais connue être précise sur ces trucs qui retardaient constamment leur visite ou les écourtaient. C'est bon, mon grand. Je vous verrai tous les deux à 16 heures. Après avoir raccroché, je soupirais et continuais ma liste. J'essayais d'être juste envers Scarlett. Elle était belle et charmante quand elle le voulait. Elle travaillait dans une boutique de vêtements haut de gamme en centre-ville et s'habillait toujours impeccablement. Mais il y avait quelque chose chez elle qui me mettait mal à l'aise. Un calcul derrière son sourire, peut-être, ou la façon dont ses yeux évaluaient tout ce qui l'entourait, comme si elle faisait un inventaire. Richard aurait su quoi penser d'elle. Il avait toujours été un excellent juge de caractère. « Les gens te montrent qui ils sont, Hélène », disait-il souvent. « Il suffit de prêter attention. » Sa sagesse me manquait chaque jour. La première fois que je l'avais rencontré, c'était il y a 5 ans. Je préparais le dîner dans cette même cuisine lorsque j'entendis la voiture d'Antoine se garer dans l'allée. C'était inhabituel pour lui de venir à l'improviste, mais j'étais toujours heureuse de le voir. La porte d'entrée s'ouvrit et j'entendis 2 paires de pas dans le couloir. « Maman !» appela Antoine, sa voix inhabituellement animée. « Tu es là ?»« Dans la cuisine, mon chéri. » Je m'essuyais les mains sur un torchon et me tournai pour l'accueillir. Antoine apparut dans l'embrasure de la porte
et à ses côtés se tenait une femme blonde élancée, à la posture parfaite et au sourire éblouissant. Elle portait une élégante robe de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. « Maman, je veux que tu rencontres Scarlett Dubois. » Le visage d'Antoine rayonnait de bonheur en la regardant. « La femme de ma vie. » Mon cœur se serra à la vue de mon fils si manifestement amoureux. Scarlett s'avança, tendant une main parfaitement manucurée. Sa poignée de main était ferme mais étrangement froide, comme une transaction commerciale. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Lefebvre, » dit-elle. « Antoine parle de vous constamment. » Ses yeux, d'un bleu saisissant, m'évaluèrent de la tête aux pieds, s'attardant brièvement sur ma simple robe en coton et mes pantoufles usées. Je me sentis soudainement débraillée dans ma propre cuisine. « Appelez-moi Hélène, s'il vous plaît, » dis-je en essayant d'être accueillante. « Voulez-vous un café tous les deux ? Je m'apprêtais à faire des coquillettes au jambon pour le dîner, mais je peux préparer autre chose si vous préférez. » Les coquillettes au jambon, ça a l'air merveilleux, dit Scarlett, bien que quelque chose dans son ton suggéra le contraire. Antoine ne tarit pas d'éloges sur votre cuisine. Pendant le dîner, Scarlett fut l'invitée parfaite. Elle complimenta ma modeste maison, posa des questions réfléchies sur mon jardin et sembla sincèrement intéressée par nos photos de famille. Elle raconta des histoires amusantes sur des clients difficiles à la boutique et rit à toutes les blagues d'Antoine, même celles qui n'étaient pas particulièrement drôles. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demandai-je en leur servant une deuxième portion de coquillettes. « Lors d'un gala de charité » répondit Scarlett. « La boutique où je travaille le sponsorisait et le cabinet d'Antoine s'occupait de la comptabilité. »« C'était la plus belle femme de la salle » ajouta Antoine en la regardant avec adoration. J'ai renversé du champagne sur ma chemise en essayant de trouver le courage de lui parler. « Et je l'ai trouvée adorable » dit Scarlett en touchant affectueusement sa main. Si nerveux et sincère, contrairement à la plupart des hommes que je rencontre. Quand ils partirent ce soir-là, je restais sur le pas de la porte à les regarder s'éloigner, la vieille Peugeot d'Antoine semblant légèrement déplacée à côté de la BMW brillante dans laquelle Scarlett était arrivée séparément. « Qu'en penses-tu, Richard » murmurai-je à la maison vide. Il n'y eut pas de réponse, bien sûr, mais je pouvais presque imaginer ce qu'il aurait pu dire. « Garde les yeux ouverts, Hélène. » Au cours des mois suivants, Scarlett continua de me charmer. Elle apportait des fleurs lors de leurs visites, aidait à faire la vaisselle sans qu'on le lui demande, et se souvenait de petits détails de ma vie que même Antoine oubliait parfois. Elle posait des questions sur ma jeunesse, sur la façon dont Richard et moi nous étions rencontrés, et semblait captivée par mes histoires d'un temps révolu. Elle avait un talent pour me faire sentir importante et écoutée. Quand Antoine annonça leur fiançailles 6 mois après ce premier dîner, j'étais sincèrement heureuse pour eux. Le mariage fut petit, mais élégant, célébré dans un charmant domaine viticole en dehors de la ville. J'ai payé la moitié des dépenses, sans hésitation. Antoine était mon fils unique, ma seule chance d'être la mère du marié. Scarlett a tout choisi, les fleurs, le menu, la musique, le photographe. Je me suis contentée de signer les chèques et de sourire pour les photos. « Tu es magnifique, ma chérie », lui dis-je le jour du mariage, et elle l'était vraiment dans sa robe de créateur, avec sa délicate superposition de dentelle. « Merci, Hélène », répondit-elle en m'embrassant sur la joue avec précaution pour ne pas tacher son maquillage. « Je suis si heureuse de rejoindre votre famille. » Pendant les premiers mois après le mariage, les dîners du dimanche continuèrent, comme avant. Antoine et Scarlett arrivaient ponctuellement à 14 heures, apportant une bouteille de vin ou un dessert raffiné de la pâtisserie haut de gamme près de leur nouvel appartement. Ils me racontaient leur vie de jeunes mariés, leurs projets de voyage, leur recherche d'un appartement plus grand
Les ambitions de Scarlett de devenir directrice de la boutique. Puis, presque imperceptiblement, les choses commencèrent à changer. Tout a commencé un mardi soir pluvieux. Je lisais dans mon fauteuil préféré quand mon téléphone sonna. C'était Scarlett, sa voix inhabituellement timide. « Hélène, j'espère que je ne te dérange pas. »« Pas du tout, ma chérie. Est-ce que tout va bien ?»« Eh bien, en fait... » Il y eut une pause. « Nous sommes un peu à court ce mois-ci avec les dépenses de l'appartement. Je me demandais si tu pouvais nous prêter un peu d'argent. Juste 200 €. Nous te rembourserons vendredi quand Antoine recevra sa paie. » La demande me surprit. Antoine avait toujours été financièrement responsable, épargnant soigneusement depuis son premier emploi d'été à 16 ans. Mais les jeunes mariés sont souvent confrontés à des dépenses imprévues et 200 € n'était pas une somme énorme. « Bien sûr, Scarlett, je peux faire le virement tout de suite. »« Tu es une sauveuse, Hélène. Vraiment. » Vendredi arriva, mais l'argent non. À la place, Antoine appela avec une autre demande. « Maman, je déteste demander ça, mais pourrais-tu nous prêter 300 € de plus ? Scarlett a besoin de nouveaux vêtements pour le travail, et je ne reçois pas ma prime avant le mois prochain. »« Est-ce que tout va bien, Antoine ? Ça ne te ressemble pas. »« Tout va bien, maman. On s'adapte juste à la vie de couple et il y a plus de dépenses que prévu. La caution de l'appartement était plus élevée que ce que nous avions budgété et la voiture de Scarlett a eu besoin de quelques réparations. » Je transférai l'argent immédiatement. Après tout, c'était mon fils et cela semblait être des besoins légitimes. La tendance se poursuivit au cours des 6 mois suivants. 300 € pour des réparations de voiture, 500 € pour une facture médicale, 400 € pour un cours de certification professionnelle dont Scarlett avait besoin. Toujours avec la même promesse. « Nous te rembourserons bientôt. » Toujours avec la même excuse. « Nous sommes un peu justes ce mois-ci. » Après 6 mois, mes prêts s'élevaient à près de 5 000 €. Bien que je ne sois pas en difficulté financière, ce n'était pas un montant anodin pour mon épargne retraite. Lors d'un dîner dominical, je décidai d'aborder le sujet avec douceur. « Antoine, mon chéri, j'ai suivi l'argent que je vous ai prêté, et ça commence à faire une somme coquette. » Antoine se tortilla mal à l'aise sur sa chaise, évitant mon regard. « Maman, tu sais bien qu'on va te rembourser. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens des comptes aussi précis. On est une famille. » « Bien sûr que nous sommes une famille, mon fils. Mais 5 000 €, ce n'est pas une petite somme. » Scarlett intervint avec son sourire le plus charmant. « Hélène, vous avez tout à fait raison. Nous avons été négligents quant au remboursement. Et si je vous donnais ma carte de crédit en garantie, comme ça, vous saurez que nous sommes sérieux pour vous rembourser. » Je ne voulais pas de sa carte de crédit. Je voulais mon argent, ou au moins un plan de remboursement. Mais l'offre de Scarlett semblait sincère, et je ne savais pas comment négocier avec ma propre famille sans paraître mesquine. « Ce n'est pas nécessaire, Scarlett. Je vous fais confiance à tous les deux. Je voulais juste m'assurer que vous suiviez aussi. » Une semaine plus tard, Scarlett m'appela en panique. « Hélène, j'ai une urgence. Ma carte est au maximum et je dois acheter des médicaments pour ma mère. Elle a une terrible migraine. Est-ce que je peux emprunter la tienne, juste pour aujourd'hui ?» La mère de Scarlett vivait à Marseille et n'avait jamais été mentionnée comme ayant des problèmes de santé. Mais les urgences arrivent. J'ai donné les informations de ma carte de crédit à Scarlett par téléphone, m'attendant à une seule charge de pharmacie. Ce soir-là, j'ai vérifié mon relevé en ligne. Il y avait bien une charge de 150 € à la pharmacie, mais il y avait aussi des frais de 80 € dans un magasin de cosmétiques, 200 € dans une boutique de vêtements et 30 € dans un restaurant chic, tous effectués dans les heures qui ont suivi notre appel. Lorsque j'ai confronté Scarlett le lendemain, elle a répondu avec des larmes dans les yeux. « Je suis tellement désolée, Hélène.
J'étais près du centre commercial après avoir récupéré les médicaments de maman. Et j'ai vu des soldes incroyables. J'ai juste pensé que puisque j'utilisais déjà la carte, je suis si embarrassée. Je te rembourserai demain, je te le promets. Elle ne m'a pas remboursé le lendemain, ni la semaine suivante, ni le mois suivant. Mais elle a continué à demander ma carte pour des urgences. Une urgence pour le cadeau d'anniversaire de sa sœur. Une urgence pour des chaussures dont elle avait besoin pour un événement professionnel. Une urgence pour le cadeau d'anniversaire d'Antoine. Toujours des urgences, toujours urgentes, toujours avec des promesses de remboursement immédiat qui ne se matérialisaient jamais. Après 1 an de mariage, Antoine et Scarlett déménagèrent dans un appartement plus grand, dans un quartier plus branché. Ils passèrent de leur voiture modeste à des modèles plus récents. La garde-robe de Scarlett s'agrandit avec des marques de créateurs. Pendant ce temps, j'avais perdu le compte de la somme d'argent qui avait quitté mes comptes. Mon confortable coussin de retraite diminuait mois après mois. Mais chaque fois que j'essayais d'en discuter, Antoine me faisait sentir coupable. « Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es si mesquine avec nous, » dit-il lors d'un dîner dominical tendu. « Tu as assez d'argent et nous essayons de nous en sortir. Papa aurait voulu nous aider. » Mesquine. Le mot me piqua comme une gifle. Richard avait été généreux, oui, mais il avait aussi été prudent. Il n'aurait jamais approuvé cette ponction sans fin sur nos économies. Le poids de ces mots, invoquant la mémoire de son père, me laissa sans voix. Une tristesse profonde s'installant dans mon cœur. Je me sentais piégée entre le désir d'aider mon fils unique et la conscience grandissante que quelque chose n'allait pas du tout. Les dîners dominicaux devinrent de plus en plus tendus, une atmosphère de malaise s'installant autour de la table qui avait autrefois été le théâtre de tant de rires et de joie familiale. Les dîners du dimanche se transformèrent en séances de revue financière. Scarlett arrivait avec une liste mentale de dépenses à venir qui nécessitait mon soutien. L'ami d'université d'Antoine se marie le mois prochain. Nous avons besoin de tenues appropriées pour le mariage. Je connaissais bien mon fils. Il n'avait jamais mentionné cet ami auparavant. Antoine hochait la tête sans lever les yeux de son assiette. Son silence était une approbation tacite des inventions de Scarlett. « J'ai besoin de 500 € pour une robe et des chaussures, » continuait Scarlett. « Je ne peux pas arriver en ayant l'air débraillé. La famille de son ami est très bien connectée. 500 € pour le mariage d'un inconnu, pour impressionner des gens que je ne rencontrerai jamais. » Mais quand j'essayais de refuser, Antoine déployait sa nouvelle stratégie, la manipulation émotionnelle. « Maman, tu ne comprends pas à quel point c'est important pour nous. Nous construisons des relations sociales pour notre avenir. Papa aurait compris ça. » L'invocation du nom de Richard était un nouveau coup bas. Mon défunt mari avait valorisé l'intégrité par-dessus tout. Il aurait eu le cœur brisé de voir notre fils utiliser sa mémoire de cette façon. Un jeudi après-midi, alors que je m'occupais de mon jardin, je reçus un appel de ma banque. « Madame Lefebvre, nous vous appelons pour vérifier un achat inhabituel sur votre carte de crédit, une transaction de 1 200 € dans un magasin d'électronique. Pouvez-vous confirmer que vous avez autorisé cela ? 1 200 € en électronique ? Je n'avais acheté aucun appareil électronique. Dans quel magasin l'achat a-t-il été effectué ? Monde de la Tech au centre commercial Métropole. Non, je n'ai pas autorisé cet achat. Veuillez bloquer la transaction et m'émettre une nouvelle carte immédiatement. Je raccrochais, les mains tremblantes. Scarlett avait ma carte depuis mardi pour acheter des médicaments pour un mal de tête. Le téléphone sonna 20 minutes plus tard. C'était Scarlett, sa voix stridente de colère. « Hélène, qu'as-tu fait ? La carte est refusée et je suis à la caisse du supermarché avec un chariot plein de courses. »« Ce n'est pas ta carte, Scarlett, » répondis-je, surprise par la fermeté de ma voix. « C'est ma carte et je l'ai
bloqué parce qu'il y avait des achats non autorisés. Non autorisés? Tous les achats que j'ai faits étaient nécessaires. Un achat d'électronique de 1200 € était-il nécessaire? Silence à l'autre bout, puis un rire nerveux. Oh, ça... Antoine avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour le travail. Le sien a planté, et il ne pouvait pas attendre pour en discuter avec toi. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant de faire un achat aussi important? Parce que nous savions que tu dirais non. Tu trouves toujours des excuses pour ne pas nous aider quand nous avons vraiment besoin de quelque chose. L'accusation me frappa comme un coup de poing. Moi, qui finançais leur style de vie de plus en plus extravagant depuis 2 ans, j'étais maintenant dépeinte comme la méchante pour avoir protégé ce qui restait de mes économies. Scarlett, rentre chez toi. Nous parlerons quand tu seras plus calme. Je ne peux pas rentrer chez moi. Mon chariot est plein de courses et je ne peux pas les payer. Tu dois venir ici et apporter de l'argent liquide. Je raccrochai le téléphone. Pendant l'heure qui suivit, mon téléphone sonna sans cesse. Scarlett. Antoine. Scarlett de nouveau. Je laissai tous les appels aller sur la messagerie vocale. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je rassemblais tous mes relevés bancaires et de cartes de crédit des 6 derniers mois et les étalais sur la table de la salle à manger. Les chiffres ne mentaient pas. En janvier, j'avais 95 000 € d'économie. En juin, ce montant était tombé à 68 000 €. En 6 mois, 27 000 € avaient disparu. J'ai examiné chaque transaction, chaque débit, chaque achat. Restaurants chers, vêtements de marque, appareils électroniques, escapades de week-end, soins au spa. Rien de ce que Scarlett avait acheté avec mon argent ne constituait une véritable nécessité. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant interrompit mes calculs. Antoine et Scarlett entrèrent dans ma maison sans frapper, comme s'ils en étaient les propriétaires. « Maman, que s'est-il passé avec la carte ?» Le ton d'Antoine était plus las qu'en colère. « Je l'ai bloquée parce que j'ai trouvé des achats que je n'ai pas autorisés. » Scarlett s'affala sur mon canapé sans y être invitée, les bras croisés sur la défensive. « Hélène, tous ces achats ont été discutés avec toi. Tu ne peux pas simplement bloquer la carte chaque fois que tu oublies quelque chose. » Je n'ai rien oublié, Scarlett. Un ordinateur portable à 1200 € est assez significatif pour que je me souvienne l'avoir autorisé. Je t'ai dit qu'Antoine avait besoin de nouveaux matériels pour le travail. Non, tu m'as dit que tu avais besoin de médicaments pour un mal de tête. Antoine soupira et s'assit dans le fauteuil en face de moi. Maman, parfois les urgences changent. Oui, elle avait besoin de médicaments. Mais ensuite, j'ai mentionné mes problèmes d'ordinateur, et quand elle a vu la promotion chez Monde de la Tech, il était logique de régler les 2 problèmes en même temps. Une promotion à 1200 €? Il coûte normalement 2000 €, intervint Scarlett. C'était une affaire. Je fixais mon fils, cette personne que j'avais élevée pour être honnête et responsable, en train de justifier un achat impulsif de plus de 1000 €, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Antoine, cet ordinateur portable n'était pas une urgence, c'était un luxe. Ce n'est pas un luxe, maman. C'est un outil de travail nécessaire. Alors, payez-le avec l'argent de votre travail. Scarlett se leva de façon spectaculaire. Je savais que tu réagirais comme ça. Tu trouves toujours un moyen de nous faire sentir coupables, de demander de l'aide. Je ne vous fais pas sentir coupable. Je veux juste que vous respectiez mes finances. Ton argent est toujours ton argent, cracha Scarlett. Nous sommes une famille, Hélène. Les ressources familiales sont des ressources partagées. Mon argent est à moi, Scarlett. J'ai travaillé 40 ans pour l'avoir. Antoine se leva et commença à faire les 100 pas dans le salon. Maman, nous comprenons tes préoccupations, mais tu dois aussi comprendre notre position. Nous essayons de construire nos carrières, de créer une vie meilleure.
Ton soutien est crucial pour nous en ce moment. Je vous soutiens depuis 2 ans, Antoine. J'ai dépensé plus de 30 000 € pour vous deux. 30 000 €? Scarlett semblait sincèrement offensée. Nous n'avons pas dépensé autant. Je désignai les papiers étalés sur la table. Les relevés sont tous là. Voyez par vous-même. Aucun d'eux ne s'approcha de la table. Aucun ne voulait affronter les chiffres réels. Le fait est, continua Antoine, que nous avons besoin de savoir que nous pouvons compter sur toi. Bloquer la carte sans prévenir nous met dans des situations humiliantes. Humiliantes? Oui, maman, humiliantes. Sais-tu ce que Scarlett a ressenti lorsque sa carte a été refusée devant tout le monde au supermarché? Ce n'est pas sa carte, Antoine, c'est ma carte. C'est la carte de la famille, insista Scarlett. Ces mots résonnèrent dans mon esprit. La carte de la famille. Mon argent converti en propriété commune sans mon consentement. Je crois que j'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement. Du temps pour réfléchir à quoi? La voix de Scarlett était impatiente. À savoir si je veux continuer à vous prêter ma carte. Bien sûr que tu vas continuer à nous la prêter, dit Antoine, sincèrement surpris que je puisse même remettre cela en question. Nous sommes ta famille. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Mon jardin était magnifique sous le soleil de l'après-midi. Les bégonias rouges fleurissaient abondamment. Les géraniums blancs se dressaient, fiers et grands. Le bougainvillier grimpait élégamment le long de la clôture. Tout ce que j'avais nourri de mes propres mains était florissant. Pourquoi ma relation avec mon fils ne pouvait-elle pas être aussi belle? « Je veux que vous partiez tous les deux, » dis-je sans me retourner. « Maman, s'il te plaît. » J'ai besoin d'être seule, Antoine. Je les entendis se diriger vers la porte. Avant de partir, Antoine fit une pause. Nous espérons que tu reconsidéreras ta position. Nous ne voulons pas que cela affecte notre relation. La porte se referma doucement. Cette fois, pas de claquements, pas de cris, juste le son de mes rêves d'une famille harmonieuse qui s'effritait lentement. Mais je ne savais pas alors que ce n'était que le début de quelque chose de bien pire. Pendant 3 jours, ma maison fut enveloppée d'un silence étrange. Pas d'appel d'Antoine demandant de l'argent, pas de visite surprise de Scarlett avec de nouvelles urgences. C'était comme s'ils avaient décidé de me laisser de l'espace pour reconsidérer ma décision de bloquer la carte. Le vendredi matin, alors que je savourais mon café sur la terrasse, je décidai qu'il était temps d'affronter complètement la réalité. J'avais passé 2 ans à éviter un examen détaillé de mes finances, faisant aveuglément confiance à ma famille. Il était temps d'évaluer toute l'étendue des dégâts. Je m'assis à mon ordinateur et ouvris mes comptes bancaires en ligne. Les chiffres à l'écran me frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Il y a 2 ans, j'avais 120 000 € d'épargne retraite. Maintenant, il en restait un peu plus de 70 000 €. 50 000 € avaient disparu. J'imprimais chaque relevé des 24 derniers mois. L'imprimante fonctionna régulièrement pendant 20 minutes, crachant page après page des chiffres qui racontaient l'histoire de ma propre naïveté. Je disposais tout sur la table de la salle à manger et commençais à classer les dépenses. Achat d'épicerie raisonnable, repas occasionnels au restaurant acceptable. Puis, il y avait tout le reste. Mars, 500 € dans une bijouterie. Je n'avais acheté aucun bijou. Avril, 700 € en vêtements pour femmes. Je ne portais pas de vêtements à 700 €. Mai, 300 € dans un spa de jour. Je n'allais pas dans les spas. Juin, 1000 € en électronique. Je savais à peine utiliser mon téléphone portable de base. Juillet, 800 € en parfums et cosmétiques. Mon parfum coûtait 30 € et me durait 6 mois. La liste continuait
page après page. Chaque mois contenait des achats que je n'avais jamais autorisés, des dépenses pour des choses que je n'utiliserais jamais, de l'argent dépensé dans des endroits que je n'avais jamais visités. Je pris mon téléphone et appelai ma banque. « Bonjour, Madame Lefebvre. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'informations détaillées sur toutes les transactions de ma carte de crédit des mes dernières années. Pouvez-vous m'envoyer un rapport complet? Bien sûr. Y a-t-il un problème spécifique avec votre compte? Il y a des transactions que je ne reconnais pas. Je comprends. Nous vous enverrons le rapport complet par email sécurisé dans un délai d'1 jour ouvrable. Je vous recommande également de vérifier si quelqu'un d'autre a accès à votre carte. Quelqu'un d'autre, murmurai-je. Scarlett. Après avoir raccroché, je me rendis dans ma chambre et ouvris le coffre-fort où je gardais les documents importants. Mon passeport, l'acte de propriété de la maison, les polices d'assurance et le testament de Richard. Au fond, je trouvais quelque chose qui me glaça le sang. Une photocopie de ma carte de crédit, recto et verso, y compris le code de sécurité à 3 chiffres. Dans le coin, il y avait une note de l'écriture de Scarlett. Pour les urgences. S. Quand avait-elle fait cette copie? Quand était-elle entrée dans ma chambre, dans mon coffre-fort privé? À mon insu? Depuis quand avait-elle un accès illimité à mes informations financières? Le téléphone sonna. C'était Scarlett, sa voix mielleuse et douce, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Hélène, comment vas-tu? Tu m'as manqué ces derniers jours. » « Je vais bien, Scarlett. » Contente de l'entendre. « J'ai une toute petite faveur à te demander. Te souviens-tu du numéro de sécurité de ta carte? Je veux commander quelque chose en ligne et je n'ai pas la carte avec moi. » Le monde sembla s'arrêter. Elle avait une copie de ma carte et me demandait maintenant le code de sécurité comme si de rien n'était, comme si c'était la demande la plus naturelle du monde. « Où est ma carte, Scarlett? » « Je l'ai, bien sûr. Tu ne te souviens pas me l'avoir donnée il y a quelques mois pour les urgences? » Je ne me souvenais pas lui avoir donné ma carte de façon permanente. Je me souvenais de prêts temporaires, de faveurs d'1 jour, d'urgences spécifiques. Mais selon Scarlett, je l'avais autorisée à garder ma carte indéfiniment. « Scarlett, j'ai besoin que tu me rendes ma carte immédiatement. » « Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? » « J'ai besoin de l'avoir sur moi. » « Mais Hélène, comment allons-nous gérer les urgences? Nous devrons te déranger chaque fois que nous aurons besoin de quelque chose d'urgent. » « Oui, vous devrez me demander la permission à chaque fois. » Un long silence suivit. « Tu sais quoi? On devrait parler en personne. J'arrive. »« Non, Scarlett, rends-moi juste ma carte. »« J'arrive » répéta-t-elle fermement et raccrocha. 20 minutes plus tard, j'entendis la voiture d'Antoine se garer devant ma maison. Cette fois, ils ne firent pas irruption. Ils sonnèrent à la porte comme des visiteurs normaux. J'ouvris la porte pour trouver Scarlett seule, souriante, comme si de rien n'était. « Salut, Hélène. Puis-je entrer? » Je la laissai entrer, bien que chaque instinct me prévienne de ne pas le faire. Elle s'assit sur le canapé et sortit ma carte de crédit de son sac à main de créateur. « Voici ta carte, » dit-elle en la posant sur la table basse, mais sans la pousser vers moi. « Mais avant de te la rendre, je pense que nous devons parler. » « Parler de quoi? » « De pourquoi tu ne nous fais soudainement plus confiance, de pourquoi tu agis comme si nous étions des étrangers au lieu d'être une famille. » « Je n'ai pas changé, Scarlett. Je protège juste mes finances. » « Protéger ton argent de quoi? De qui? De nous? Ta propre famille? » Elle se leva et commença à se promener dans mon salon, touchant les cadres photos, ajustant les coussins comme si l'espace lui appartenait. « Hélène, tu sais qu'Antoine et moi t'aimons beaucoup. Tu sais que nous ne ferions jamais rien pour te blesser.
Mais dernièrement, il semble que tu nous vois comme des ennemis. Je ne vous vois pas comme des ennemis. Je veux juste savoir exactement comment mon argent est dépensé. Exactement. Elle se tourna vers moi avec une expression blessée exagérée. Tu ne fais pas confiance à mon jugement après 2 ans de mariage avec ton fils? Tu penses toujours que je ne suis pas digne de confiance? Tu n'es pas une étrangère, Scarlett, mais mon argent reste le mien. Elle se rassit, plus près de moi cette fois. Écoute, Hélène, je comprends que tu te sentes mal à l'aise. C'est naturel. Quand une femme atteint un certain âge, il est normal de devenir plus prudente, même un peu paranoïaque à propos de l'argent. Un certain âge. La phrase flotta dans l'air comme une menace subtile. Que veux-tu dire par là? Rien de négatif, bien sûr. C'est juste que parfois, les personnes âgées s'inquiètent excessivement de petites choses. Elles deviennent un peu paranoïaques. Paranoïaque. Le même mot qu'Antoine avait utilisé. Paranoïaque de vouloir contrôler ma propre carte de crédit? Paranoïaque de penser que ta famille te vole, clarifia Scarlett, sa voix soyeuse. Le mot voler me traversa comme une décharge électrique. Elle avait utilisé le mot voler. Qui a parlé de vol? Toi, Hélène, par tes actions. Bloquer la carte, demander des rapports détaillés, nous traiter comme des criminels. Qu'est-ce que c'est, sinon nous accuser de vol? Je me levai, ayant besoin d'une distance physique par rapport à cette conversation. Scarlett, je veux juste récupérer ma carte. Bien sûr, la voici. Elle poussa enfin la carte vers moi. Je la pris et la glissai dans ma poche. Mais Hélène, continua-t-elle d'une voix douce, j'espère que tu comprends que cela va compliquer les choses pour tout le monde. Chaque fois que nous aurons une urgence, nous devrons te déranger. Chaque fois que nous aurons besoin de quelque chose d'urgent, tu devras faire des pieds et des mains pour nous aider. C'est bon, je peux gérer ça. Tu es sûre? Parce que parfois, les urgences arrivent à des heures indues. Parfois, nous avons besoin de choses quand tu dors ou quand tu ne peux pas quitter la maison. Me menaçait-elle ou décrivait-elle simplement des scénarios pratiques? Nous gérerons chaque situation au fur et à mesure. Scarlett hocha lentement la tête. Si c'est ce que tu veux. Elle se leva pour partir. J'espère juste que tu ne le regretteras pas quand tu verras à quel point tout devient compliqué. Je l'accompagnai jusqu'à la porte. Avant de sortir, elle se retourna vers moi. Tu sais ce qui est le plus triste, Hélène? Après 2 ans à te traiter comme ma propre mère, tu me vois maintenant comme une étrangère. Ça fait très mal. Pendant un instant, je me sentis presque coupable. Presque. Je ne te vois pas comme une étrangère, Scarlett. Je te vois comme la femme de mon fils. Mais mon argent reste le mien. Elle hocha tristement la tête et partit. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Les mots de Scarlett résonnaient dans mon esprit. Étais-je paranoïaque? Était-ce anormal pour une femme de 70 ans de vouloir contrôler ses propres finances? Ou étais-je vraiment en train de devenir une vieille femme méfiante? Je sortis la photocopie de ma carte que j'avais trouvée dans mon coffre, l'étudiant sous la lampe de chevet. C'était une copie parfaite, utilisable. Quelqu'un avait planifié cela méthodiquement. Et puis j'ai compris la vérité. Je ne devenais pas paranoïaque. J'avais été trop confiante, pendant bien trop longtemps. Mais je ne savais pas alors que le pire était encore à venir. Le lundi matin, le rapport détaillé de ma banque arriva par email sécurisé. 5 pages de transactions racontaient l'histoire complète de la façon dont j'avais perdu 50 000 € en 2 ans. Chaque achat avait une date, une heure, un lieu et un montant. Le lire, c'était comme examiner le journal intime de la vie d'une inconnue. Une vie de luxe et d'indulgence que j'avais financée sans le savoir. Je m'assis à ma table de salle à manger avec une tasse de café et commençai à étudier chaque ligne.
Ce que je découvris me coupa le souffle. Il y avait des transactions à des heures où je dormais, des achats dans des magasins de villes voisines où je me rendais rarement, et, plus troublant encore, des retraits d'espèces à des distributeurs automatiques à 2 heures du matin. Comment quelqu'un pouvait-il retirer de l'argent à 2 heures du matin alors que j'étais endormie dans mon lit? Les doigts tremblants, je composais le numéro d'Antoine. J'avais besoin de réponses avant que mon imagination ne crée des scénarios que je ne voulais pas envisager. « Allô, maman, comment vas-tu » Sa voix semblait prudente. « Antoine, ma carte a été utilisée alors que je n'étais pas présente. » Un long silence suivit. « Que veux-tu dire exactement ?»« Je veux dire qu'elle a été utilisée à mon insu alors que j'étais à la maison, dans mon lit, endormie. »« Maman, tu nous as donné la permission d'utiliser la carte pour les urgences. Parfois, les urgences ne se produisent pas à des heures convenables. De l'argent a été retiré à des distributeurs à 2 heures du matin. Oh, ça, c'était une fois où nous avions un besoin urgent d'argent liquide pour un taxi après le dîner. Nous étions sortis tard et n'en avions pas sur nous. Une fois, le rapport indique que c'était 6 fois au cours des 3 derniers mois. Maman, je ne vais pas tenir un journal détaillé de chaque urgence pour te faire un rapport comme si nous étions des enfants. Son ton était devenu défensif, impatient. Antoine, ce sont 6 retraits de 300 € chacun. 1800 € en espèces, ce n'est pas une somme anodine. C'était pour des dépenses légitimes. Je ne comprends pas pourquoi tu nous traites soudainement comme des criminels. Je ne vous traite pas comme des criminels. J'essaie juste de comprendre comment mon argent a été dépensé. Tu sais quoi, maman? Je pense que nous avons besoin d'une conversation sérieuse. Scarlett et moi arrivons. Antoine, La ligne se coupa avant que je puisse finir. Je fixais le téléphone, l'estomac noué par l'anxiété. Je ne voulais pas d'une autre confrontation, mais je savais qu'elle était inévitable. En attendant leur arrivée, je continuais à examiner le rapport. Puis, je trouvais quelque chose qui me rendit physiquement malade. 2 transactions simultanées à des endroits différents. Un achat dans un restaurant cher en même temps qu'un achat dans un magasin de vêtements à 20 km de là. Il était physiquement impossible pour une seule personne de faire les 2 achats exactement au même moment, ce qui signifiait qu'ils avaient fait des copies supplémentaires de ma carte. 40 minutes plus tard, Antoine et Scarlett entrèrent dans ma maison. Cette fois, ils ne sonnèrent pas à la porte. Ils utilisèrent la clé que je leur avais donnée pour les urgences des années auparavant. « Maman, il faut qu'on parle !» dit Antoine, sa voix contrôlée mais tendue. Scarlett avait l'air différente aujourd'hui, moins conciliante, plus déterminée. Elle s'assit en face de moi, les bras croisés sur la défensive. « Hélène, ça devient incontrôlable », commença-t-elle. « Tes soupçons, tes accusations, ton examen obsessionnel de chaque dépense, ce n'est pas un comportement normal. Ce n'est pas normal de vouloir savoir comment mon propre argent est dépensé. Ce n'est pas normal de traiter sa famille comme s'ils étaient des escrocs, intervint Antoine. Je posai le rapport de la banque sur la table basse entre nous. Alors, expliquez-moi ça. 2 achats exactement au même moment à des endroits différents. Antoine prit les feuilles et les parcourut rapidement. Quels achats? Vendredi 15 avril. Un achat de 200 € au restaurant La Grande Table à 20h15. Au même moment, un achat de 300 € à la boutique Élégance à 20 km de là. Antoine et Scarlett échangèrent un rapide regard. « Oh, ça !» dit Scarlett avec un geste dédaigneux. J'étais au restaurant et Antoine m'achetait un cadeau surprise à la boutique. Nous avons utilisé les 2 cartes en même temps. Les 2 cartes? Ta carte et ma carte? La carte d'Antoine, expliqua-t-elle. Mais ma carte a été refusée ce jour-là, alors j'ai dû utiliser la tienne pour le cadeau aussi.
L'explication semblait répétée. Trop parfaite. Mais je n'avais aucun moyen de prouver qu'il mentait. « Combien de copies de ma carte existent ?» demandai-je directement. « Des copies ?» Scarlett feignit la confusion. « Quelle copie ?» Je sortis la photocopie de ma poche et la posai sur la table. « Cette copie, avec ton écriture dessus ?» Scarlett la ramassa et l'examina comme si elle la voyait pour la première fois. « Oh, ça! J'ai fait cette copie il y a des mois pour avoir les numéros au cas où je perdrais la carte originale lors d'une urgence. C'est mal? As-tu fait d'autres copies? Non, bien sûr que non. Pourquoi ferais-je ça? Pour faire des achats simultanés à des endroits différents. » Antoine se leva brusquement. « Maman, arrête! Nous ne pouvons plus supporter ces accusations. » Ce ne sont pas des accusations, Antoine. Ce sont des questions légitimes sur mon propre argent. Ce sont des accusations de fraude. Tu nous accuses de te voler. Je veux juste des explications. Scarlett se leva également et s'approcha de moi. Hélène, sais-tu à quel point cela nous blesse? Comprends-tu ce que ça fait que ta propre belle-mère pense que tu es une voleuse? Ses yeux s'emplirent de larmes. Mais cette fois, elle ne m'émurent pas. Je veux juste la vérité. La vérité, c'est que tu deviens paranoïaque, dit Antoine, sa voix s'élevant. La vérité, c'est que chaque fois que nous avons besoin de ton aide, tu nous fais sentir comme des criminels. La vérité, continua Scarlett d'une voix tremblante, c'est que nous envisageons de prendre nos distances avec toi jusqu'à ce que tu obtiennes une aide professionnelle. Une aide professionnelle? Répétai-je, abasourdi. Oui, maman. La voix d'Antoine s'adoucit légèrement. Je pense que tu devrais parler à un médecin. Ces changements de personnalité, cette paranoïa, cette méfiance envers ta propre famille, ce n'est pas normal à ton âge. Ma personnalité n'a pas changé. Je protège juste mes finances. Ta personnalité a changé, insista Scarlett. Avant, tu étais généreuse, aimante, confiante. Maintenant, tu es suspicieuse, avare, hostile. Avare de ne pas vouloir donner 50 000 €? Ce n'est pas 50 000 €, protesta Antoine. Je rassemblai tous les relevés bancaires et les étalai sur la table. Les chiffres sont là. Comptez vous-même. Aucun d'eux ne jeta même un coup d'œil au papier. Je ne vais pas participer à cette obsession que tu as de tenir des comptes exacts de chaque faveur que tu nous as faite, dit Antoine avec dédain. Nous sommes une famille. Des faveurs? 50 000 € sont des faveurs? Oui, maman. Des faveurs d'une mère à son fils? C'est ce que font les familles normales? Les familles normales ne cachent pas de copies de cartes de crédit. Scarlett ramassa la photocopie sur la table. Veux-tu que je la déchire? Est-ce que ça te fera te sentir mieux? Elle déchira le papier en petits morceaux et les laissa tomber sur la table. Voilà. Tu es contente maintenant? Combien d'autres copies as-tu faites? Aucune. Je n'ai fait aucune autre copie. Alors, explique les retraits tard dans la nuit et les achats simultanés. Je les ai déjà expliqués. Le sang-froid de Scarlett commençait à s'effriter. Antoine s'approcha et posa sa main sur mon épaule. « Maman, il faut que ça cesse. Tu détruis notre relation familiale pour de l'argent. » Je ne détruis rien. Je protège juste ce qui est à moi. Le protéger de quoi? De nous? Protéger mes finances. Ton argent n'est pas en danger avec nous, dit doucement Scarlett. Ton argent est en danger avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sais-tu combien de personnes de ton âge perdent toutes leurs économies en prenant de mauvaises décisions, en devenant paranoïaques et en s'isolant de leur famille? De mauvaises décisions comme te faire confiance? De mauvaises décisions comme repousser les seules personnes qui se soucient vraiment de toi à cause de soupçons infondés, répondit froidement Antoine.
Il retira sa main de mon épaule. Maman, je vais te faire une proposition. Donne-nous une dernière chance de prouver que nous sommes dignes de ta confiance. Donne-nous l'accès à ta carte pour 1 mois de plus. Si à la fin de ce mois, tu n'es pas entièrement satisfaite de la façon dont nous avons géré les dépenses, nous ne te demanderons plus jamais d'argent. Scarlett hocha la tête avec enthousiasme. C'est une excellente idée. Nous allons te montrer que tu peux nous faire entièrement confiance. Je les regardais tous les deux, mon fils et ma belle-fille, demandant une dernière chance de prouver leur honnêteté. Cela semblait raisonnable. Cela ressemblait à quelque chose qu'une famille normale pourrait faire, mais quelque chose dans leurs yeux me disait que ce n'était pas une demande. C'était une exigence déguisée en compromis. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement. Du temps pour réfléchir à quoi, maman? À savoir si tu fais confiance à ta propre famille? Du temps pour décider si je fais une erreur. Antoine soupira lourdement. Bien, prends ton temps. Mais en attendant, nous allons aussi prendre du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à ce que tu décides de nous faire à nouveau confiance, nous allons garder nos distances. Nous ne voulons pas continuer à nous sentir comme des criminels à chaque visite. Ils se dirigèrent vers la porte. Avant de partir, Scarlett se retourna. J'espère que lorsque tu reconsidéreras tout ça, tu réaliseras que nous sommes la seule chose que tu as. Sans famille, l'argent ne vaut rien. La porte se referma derrière eux, et je fus laissée seule avec les papiers éparpillés sur la table et le poids d'une décision que je ne savais pas comment prendre. Étais-je une mère paranoïaque, détruisant sa relation familiale pour de l'argent? Ou étais-je une femme âgée manipulée par sa propre famille? Je ne savais pas quelle possibilité me faisait le plus peur. Pendant 1 semaine, je n'eus aucune nouvelle d'Antoine ou de Scarlett. Le silence me parut étrange après 2 ans d'appels constants, demandant de l'argent, de visites surprises et d'urgences impérieuses nécessitant ma carte de crédit. Au début, ce silence fut un soulagement. Je pouvais arroser mes plantes sans interruption, lire mes livres en paix et cuisiner pour moi-même sans préparer de portions supplémentaires. Mais après 5 jours, le silence commença à ressembler à une punition. Était-ce ce qu'ils voulaient? M'isoler jusqu'à ce que je cède à leurs exigences? Le samedi matin, en organisant mon placard, je trouvai quelque chose qui me fit marquer une pause. Au fond du dernier tiroir, enveloppé dans un vieux mouchoir, se trouvait le collier de perles que Richard m'avait offert pour notre 15e anniversaire. Je ne l'avais pas porté depuis des années. Je le sortis et le tins à la lumière. Les perles étaient toujours aussi belles, parfaites et lustrées après tant d'années. Je me souvins de la nuit où Richard l'avait passé autour de mon cou, ses mains tremblant légèrement alors qu'il luttait avec le fermoir. « Pour la femme la plus forte que je connaisse », avait-il murmuré, « pour que tu n'oublies jamais ta valeur. » Ma valeur? Quand avais-je commencé à en douter? Je décidai de mettre le collier et de sortir de la maison. J'avais besoin d'air frais, de voir des gens, de me rappeler qu'un monde existait au-delà de cette situation avec Antoine et Scarlett. Je me rendis au marché du centre-ville où j'achetais mes légumes depuis 20 ans. Monsieur Dubois, le propriétaire du stand de fruits, me salua avec son sourire ridé familier. « Madame Lefebvre, quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous? » « Je vais bien, monsieur Dubois. Un peu inquiète ces derniers temps, mais je gère. »« Inquiète de quoi? Votre santé? Votre famille? » Il hocha la tête, compréhensif. « Les familles peuvent être compliquées. J'ai 4 enfants, et chacun me donne un mal de tête différent. Avez-vous déjà eu l'impression que vos enfants ne vous voyaient que comme une source d'argent? » Monsieur Dubois cessa d'arranger ses oranges
et me regarda directement. « Madame Lefebvre, traversez-vous quelque chose de ce genre? Je ne sais pas si j'exagère ou si c'est vraiment en train d'arriver. Voulez-vous un conseil de quelqu'un qui a vécu 75 ans dans ce monde? » Je hochai la tête. Quand vos propres instincts vous disent que quelque chose ne va pas, écoutez-les. Les instincts d'une mère ne mentent jamais. Ces paroles me restèrent en tête tout le chemin du retour. Cet après-midi-là, alors que je m'occupais de mes bégonias, mon téléphone sonna. C'était Antoine. « Allô, maman? Comment vas-tu? »« Allô, mon fils? Je vais bien, et toi? » Nous avons beaucoup réfléchi. Scarlett et moi avons discuté de toute la situation et sommes parvenus à une conclusion. Quelle conclusion? Que tu as peut-être raison de vouloir plus de contrôle sur ton argent. Que nous avons peut-être été trop désinvoltes sur les questions financières. Je fus surprise. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je suis contente d'entendre ça, Antoine. Donc, nous voulons proposer quelque chose de différent. Au lieu d'utiliser ta carte, nous voulons que tu nous donnes un montant fixe chaque mois, comme une allocation. De cette façon, tu sauras exactement combien tu nous donnes, et nous saurons sur quoi nous pouvons compter. Une allocation? Oui, un montant que tu considères raisonnable pour nos dépenses. Nous pensions à peut-être 1 500 € par mois. 1 500 € par mois? Répétai-je, stupéfaite. 18 000 € par an pour des dépenses que vous considérez nécessaires. C'est moins que ce que nous avons dépensé en moyenne ces derniers mois. Nous pensions que ce serait un moyen de réduire les dépenses et de te donner plus de contrôle. Pourquoi avez-vous besoin de 1 500 € par mois si vous travaillez tous les deux? Parce que nous essayons de nous développer professionnellement, maman. Nous avons besoin de vêtements appropriés pour les événements de réseautage. Nous devons maintenir certaines normes sociales. Nous devons investir dans notre avenir, et nos salaires couvrent à peine le loyer et les nécessités de base. Alors peut-être devriez-vous réduire vos dépenses? Il y eut une longue pause. Veux-tu que nous vivions comme si nous étions pauvres? Je veux que vous viviez selon vos moyens. Nos moyens incluent d'avoir une mère qui peut nous aider à grandir et à réaliser notre potentiel. Je ne comprends pas pourquoi tu veux soudainement que nous luttions seuls alors que tu as les ressources pour nous faciliter la vie. Parce que ce ne sont pas mes vies, ce sont vos vies. Nous sommes une famille, maman. Ta vie et nos vies sont liées. Son ton avait changé. La conversation se dirigeait à nouveau vers un territoire familier. Antoine, je ne vais pas vous donner 1 500 € par mois. Combien alors? 1 000 €? 800 €? Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Y réfléchir, maman. Ça fait 1 semaine qu'on attend une réponse. Et je vous soutiens financièrement depuis 2 ans sans poser de questions. J'ai besoin de temps pour décider comment procéder. Tu sais quoi? Laisse tomber. Oublie toute la proposition. Antoine, non. Nous n'allons plus mendier ton aide. Scarlett avait raison. Il y a d'autres options. Quelles autres options? Des options qui ne nécessitent pas de supplier ma propre mère pour de l'argent. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Que voulait-il dire par autres options? Que préparait Antoine? Le lundi matin, je le découvris. Je prenais mon petit déjeuner quand on frappa à la porte. C'était un jeune homme en costume, portant une mallette. « Madame Hélène Lefebvre? »« Oui, c'est moi. »« Je suis maître Nathan Robert, du cabinet d'avocats Reynolds et Associés. Votre fils, Antoine Lefebvre, a retenu nos services pour examiner votre capacité mentale et financière. » J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. « Pardon? » Votre fils est préoccupé par votre bien-être mental. Selon lui, vous avez montré des signes de paranoïa, de confusion et de prise de décision erratique concernant vos finances. Il envisage d'engager une procédure légale pour obtenir la tutelle de vos affaires financières.
La tutelle? Murmurai-je. Oui, madame. Une procédure où un juge détermine si vous êtes capable de gérer vos propres affaires financières ou si vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour les gérer à votre place. Quelqu'un comme mon fils? Exactement. Je m'assis sur la chaise la plus proche, car mes jambes ne pouvaient plus me porter. Que dois-je faire pour me défendre? Premièrement, je vous recommande d'engager un avocat. Deuxièmement, vous devriez subir des examens médicaux pour prouver votre capacité mentale. Troisièmement, vous devriez rassembler des preuves que vous gérez vos finances de manière responsable. Combien de temps ai-je? S'il décide de procéder formellement, vous recevrez une assignation officielle avec 30 jours pour répondre. Ceci n'est qu'une visite de courtoisie pour vous informer de l'action potentielle. Le jeune avocat partit, me laissant seul avec la réalisation que mon propre fils envisageait de prendre légalement le contrôle de mon argent. Mon propre fils. Cet après-midi-là, j'appelais ma voisine, Barbara Thibault. Je la connaissais depuis 12 ans, mais nous n'avions jamais développé une amitié étroite. Pourtant, j'avais besoin de parler à quelqu'un, et elle m'avait toujours semblé être une femme sensée. « Barbara, pourrais-tu passer? J'ai besoin d'un conseil. » « Bien sûr, Hélène, j'arrive tout de suite. » Quand elle arriva, je lui racontai tout. Les prêts qui étaient devenus permanents, la carte de crédit qu'il n'avait jamais rendue, les achats non autorisés, la menace de tutelle légale, tout. Barbara écouta en silence, hochant la tête de temps en temps sans jugement. « Tu sais ce que je pense, Hélène ?» dit-elle finalement. « Quoi ? » « Je pense que ton fils et sa femme te manipulent systématiquement, et maintenant que tu te défends, ils passent à des tactiques plus agressives. Tu penses que je suis manipulée? J'en suis certaine, et je suis également certaine que tu n'es pas la première femme âgée à qui cela arrive. Que devrais-je faire? Batte-toi avec tous les outils juridiques dont tu disposes. Ne les laisse pas prendre ton argent ou ta dignité. Et si je perds mon fils dans le processus? Barbara prit mes mains dans les siennes. Hélène, tu as déjà perdu ton fils, l'Antoine que tu as élevé. Celui qui te respectait, celui qui était reconnaissant pour tes sacrifices. Cet Antoine n'existe plus. Ce que tu as maintenant, c'est un étranger qui veut ton argent et qui est prêt à te faire déclarer incompétente pour l'obtenir. Ces mots furent comme un coup dans la poitrine, mais aussi étrangement libérateurs. Elle avait raison. Mon fils était déjà parti. Connais-tu un bon avocat? Je connais le meilleur avocat de la ville pour ces cas. Il s'appelle Martin Leroy. Il est spécialisé dans la défense des personnes âgées contre l'abus financier familial. Martin Leroy. Le nom se grava dans mon esprit. Peux-tu me donner son numéro? Je vais faire mieux. Je vais t'accompagner à son bureau demain. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je dormis profondément. Non pas parce que mes problèmes avaient disparu, mais parce que j'avais enfin décidé de me battre. Mon fils avait choisi l'argent plutôt que moi. Maintenant, j'allais choisir ma dignité plutôt que lui. Le mardi matin, Barbara m'accompagna au cabinet d'avocat en centre-ville. Martin Leroy se révéla être un homme au début de la soixantaine, aux cheveux poivre et sel, aux yeux intelligents derrière des lunettes à monture argentée, et à la manière de parler calme et délibérée qui me mit immédiatement en confiance. « Madame Lefebvre, racontez-moi exactement ce qui s'est passé, » dit-il en prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Je racontais tout depuis le début. Les prêts qui n'avaient jamais été remboursés, la carte de crédit utilisée sans mon autorisation, les copies non autorisées, les retraits nocturnes, et enfin la menace de tutelle légale. Avez-vous des documents pour toutes ces transactions? J'ai tous les relevés bancaires et le rapport détaillé que j'ai demandé la semaine dernière. Excellent. Avez-vous déjà signé un document donnant à votre fils ou à sa femme une
Autorisation permanente d'utiliser votre carte? Jamais. Leur avez-vous déjà autorisé à faire des copies de votre carte? Jamais. Martin cessa d'écrire et me regarda directement. Madame Lefebvre, ce que vous décrivez est un abus financier familial. C'est un crime. Et nous avons également des options civiles pour récupérer votre argent. Est-ce courant? Plus courant que les gens ne le pensent. Les victimes les plus fréquentes sont les femmes âgées, avec des économies qui font confiance à des membres de leur famille qui s'approprient progressivement leurs ressources. Comment allons-nous procéder? Premièrement, nous allons vous protéger de la poursuite en tutelle. Deuxièmement, nous allons documenter minutieusement l'abus financier. Troisièmement, nous allons récupérer votre argent. Et quatrièmement, nous allons nous assurer que cela ne se reproduise plus. Je sentis un immense soulagement m'envahir. Pour la première fois depuis des mois, j'avais enfin quelqu'un de mon côté qui comprenait la situation. Combien tout cela va-t-il coûter? Mes honoraires sont de 3 000 €, mais je considère cela comme un investissement pour récupérer 50 000 €. Je signai le contrat le jour même. La semaine suivante, Martin et son équipe travaillèrent méticuleusement. Ils demandèrent les enregistrements des caméras de sécurité des magasins où ma carte avait été utilisée. Ils pistèrent les adresses IP des achats en ligne. Ils documentèrent chaque transaction non autorisée. Ce qu'ils trouvèrent était pire que ce que j'avais imaginé. « Madame Lefebvre, » me dit Martin lors de notre deuxième réunion, « non seulement ils ont utilisé votre carte sans autorisation, mais ils ont aussi créé de faux comptes de crédit en utilisant vos informations personnelles. » De faux comptes de crédit? Oui, 3 cartes de crédit supplémentaires. Toutes à votre nom, mais envoyées à l'adresse de votre fils. Les relevés montrent qu'ils ont accumulé près de 15 000 € de dettes supplémentaires. 15 000 € de dettes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Mon cœur s'emballa. Comment est-ce possible? Ils avaient accès à toutes vos informations personnelles, votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance, vos coordonnées bancaires. Avec ces données, il est relativement facile de demander un crédit en ligne. Cela signifie-t-il que je dois cet argent? Pas nécessairement. Nous allons contester tous ces comptes comme étant une fraude à l'identité, mais nous devons agir rapidement. Cet après-midi-là, Martin m'accompagna pour déposer des rapports de fraude auprès des 3 principales agences de crédit. Nous avons également déposé une plainte pénale pour vol d'identité et abus financiers. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demandai-je. « Votre fils recevra une notification indiquant que vous contestez les dettes et que vous avez déposé des accusations criminelles. Ils vous contacteront probablement pour tenter de trouver un accord. » Un accord? Ils essaieront de vous convaincre d'abandonner les poursuites en échange de promesses de remboursement. N'acceptez rien sans me consulter d'abord. Il avait raison. Le vendredi soir, mon téléphone sonna. C'était Antoine. « Maman, qu'as-tu fait ?» Sa voix était différente, effrayée, désespérée. « J'ai protégé mes finances. Mon fils. Nous avons reçu une assignation du tribunal. Nous sommes accusés de fraude. Parce que vous avez commis une fraude. Nous n'avons pas commis de fraude. Nous sommes ta famille. Tout ce que nous avons fait était à ta connaissance. » Non, Antoine, ce n'était pas à ma connaissance. « Maman, tu dois abandonner ces accusations. Elles vont ruiner nos vies. Vous avez déjà ruiné la mienne. S'il te plaît, nous rembourserons tout l'argent. Laisse juste tomber les accusations. Avec quel argent allez-vous rembourser 50 000 €? Nous trouverons l'argent, nous prendrons un prêt, nous vendrons des choses, tout ce qu'il faudra. Et les 15 000 € des cartes de crédit que vous avez ouvertes à mon nom? Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Comment sais-tu ça? Parce que j'ai engagé un avocat,
Antoine. Parce que j'ai enquêté sur ce que toi et Scarlett avez vraiment fait. Maman, ces cartes étaient ça pour de vraies urgences. Scarlett avait besoin de traitements médicaux. Dans les magasins de vêtements et les restaurants chers? Toutes les dépenses n'étaient pas frivoles. Toutes les dépenses étaient frauduleuses. Antoine se mit à pleurer. C'était la première fois que je l'entendais pleurer depuis qu'il était enfant. Maman, s'il te plaît, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous détruire pour de l'argent. Vous m'avez déjà détruite pour de l'argent. Nous rembourserons tout. Donne-nous juste une chance de plus. Vous avez déjà eu 2 ans de chance. Une chance de plus, s'il te plaît. Non, Antoine. Alors c'est la guerre. Sa voix changea complètement. Les larmes disparurent instantanément, remplacées par une fureur froide. Si tu n'abandonnes pas les poursuites, nous allons poursuivre la procédure de tutelle. Nous allons prouver que tu perds tes facultés mentales. Nous allons trouver des témoins qui diront que tu te comportes de manière erratique. Quels témoins? Des voisins, des commerçants, des gens qui ont remarqué ton comportement paranoïaque. Mon comportement n'est pas paranoïaque, il est défensif. Un juge en décidera. Il raccrocha. Le lendemain, la vraie guerre commença. D'abord, il y eut les appels. Antoine, Scarlett, des numéros inconnus, tous laissant des messages sur mon répondeur. Certains suppliants, d'autres menaçants, tous essayant de me convaincre d'abandonner les poursuites. Puis, les visites commencèrent. Antoine se présentait à différentes heures de la journée, frappant avec insistance, criant depuis la rue qu'il voulait juste parler. Scarlett envoya ses amis frapper à ma porte avec des prétextes inventés. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes sur ma terrasse, j'entendis des voix dans la rue. 3 femmes que je ne reconnaissais pas se tenaient devant ma maison, parlant assez fort pour que je les entende. C'est la maison de la dame qui accuse son propre fils de vol, dit l'une. Quelle honte pour la famille. Parfois, les parents âgés ont des problèmes financiers et ont besoin d'aide, mais ils sont trop fiers pour l'admettre, répondit une autre. À cet âge, il est normal qu'ils deviennent confus et paranoïaques, ajouta la troisième. Ma grand-mère est devenue comme ça aussi avant qu'elle. Elle ne termina pas sa phrase, mais le message était clair. Il répandait des rumeurs sur mon état mental. J'appelai immédiatement Martin. Ils font exactement ce que j'attendais, me dit-il. Ils essaient de créer un récit selon lequel vous êtes mentalement incompétente. C'est une tactique courante dans ces cas. Que devons-nous faire? Documentez tout, enregistrez les conversations, prenez des photos des visites indésirables, tenez un journal de tout le harcèlement. Nous allons l'utiliser contre eux. Cette nuit-là, quelqu'un vandalisa ma voiture. 2 mots furent peints à la bombe sur la portière côté conducteur. Avare folle. Le message était clair. Pendant que je me battais légalement, il se battrait psychologiquement. J'appelai Barbara pour lui dire ce qui se passait. « Hélène, tu ne peux pas rester seule dans cette maison. Viens rester avec moi jusqu'à ce que ce soit résolu. Je ne les laisserai pas me chasser de ma propre maison. Alors, je resterai avec toi. » Cette nuit-là, Barbara dormit sur mon canapé. Sa présence me réconforta, mais elle m'attrista aussi. À 70 ans, j'avais besoin de protection contre ma propre famille. À 3 heures du matin, mon téléphone sonna. Je répondis, pensant que ce pourrait être une urgence. « J'espère que tu es heureuse ?» La voix de Scarlett siffla, légèrement pâteuse, comme si elle avait bu. « J'espère que tu es heureuse de détruire une famille pour de l'argent sale. » De l'argent sale? L'argent que ton mari a gagné grâce à ses affaires louches. Tu crois qu'on ne sait pas d'où viennent vraiment tes économies? De quoi parles-tu? Demande aux gens du quartier quel genre d'homme était vraiment Richard Lefebvre. Demande-leur ce qu'ils pensaient de ces réunions tardives
et de ses mystérieux dépôts en espèces. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Richard avait été un comptable d'une intégrité absolue. Il avait travaillé pour le même cabinet, respecté pendant 30 ans. Il n'avait pas eu de réunion tardive, ni de dépôt mystérieux. Mais maintenant, je comprenais jusqu'où ils étaient prêts à aller pour détruire ma réputation. Ils attaquaient la mémoire de mon mari décédé. « Barbara ?» murmurai-je dans l'obscurité. « Je pense que ça va empirer avant de s'améliorer. »« Je sais, » répondit-elle depuis le canapé. « Mais nous allons rester unis à travers tout ça. » Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas complètement seule. J'avais Barbara, j'avais Martin, et j'avais la vérité de mon côté. Mais je ne savais pas si cela suffirait contre le désespoir de personnes qui avaient perdu l'accès à l'argent facile et étaient prêtes à tout pour le récupérer. Le lendemain matin, je me réveillai pour trouver ma pelouse couverte de prospectus. Un texte en gros caractères gras proclamait « Inquiet de la démence sénile ? Appelez le 0800 123 456 pour de l'aide. » Plusieurs voisins étaient déjà dehors, ramassant les papiers de leur propre jardin avec des expressions confuses. « Ça devient ridicule, » dit Barbara en m'aidant à ramasser les prospectus. « Ils essaient de faire croire à tout le quartier que tu es mentalement inapte. » Je hochai la tête, luttant pour garder mon sang-froid. « Martin a dit de tout documenter, » lui rappelai-je en prenant des photos avec mon téléphone. Plus tard dans la journée, Antoine se présenta à ma porte avec une femme qu'il présenta comme étant le docteur Reynolds, une spécialiste en gériatrie. « Maman, nous sommes juste inquiets pour ta santé. Le docteur Reynolds peut t'évaluer ici même, à la maison. C'est entièrement confidentiel. »« J'ai mon propre médecin, Antoine, » répondis-je à travers la porte à peine entr'ouverte. « Le docteur Washington est mon médecin depuis 15 ans, et elle n'a aucune inquiétude quant à ma santé cognitive. » « Mais le docteur Washington n'est pas une spécialiste en soins gériatriques, » intervint la femme avec douceur. « À votre âge, des soins spécialisés sont essentiels. Je ne vous laisserai pas entrer et je ne serai pas évaluée par un médecin que vous avez choisi, » dis-je fermement, puis je fermai et verrouillai la porte. J'appelai immédiatement Martin pour signaler l'incident. « Tactique d'intimidation classique, » confirma-t-il. « Ils essaient de monter un dossier en faisant en sorte que leur propre médecin vous déclare incompétente. Gardez vos portes verrouillées et ne les laissez pas entrer sans que je sois présent. » Le harcèlement s'intensifia au cours des jours suivants. Des lettres anonymes arrivèrent dans ma boîte aux lettres, me suggérant de rejoindre des groupes de soutien pour les problèmes de mémoire. Les voisins commencèrent à me lancer des regards inquiets. La caissière de l'épicerie me demanda si j'avais besoin d'aide pour me souvenir de mon code PIN lorsque j'utilisais ma carte de débit. Quelqu'un répandait méthodiquement des rumeurs sur mon état mental dans toute la communauté. Un soir, alors que Barbara et moi préparions le dîner, on frappa à la porte. À travers le judas, je vis Scarlett debout sur mon porche avec un jeune homme qui filmait avec une caméra d'aspect professionnel. « Madame Lefebvre !» appela fort Scarlett lorsqu'elle réalisa que je regardais. « Nous documentons votre refus de communiquer pour le tribunal. Votre silence est interprété comme une preuve du déclin de vos facultés. »« Ne l'ouvre pas, » m'avertit Barbara. « Ils essaient de te provoquer pour te faire dire quelque chose qu'ils pourront utiliser contre toi. » J'appelai la police, qui arriva 15 minutes plus tard. À ce moment-là, Scarlett et le caméraman étaient bien répartis, mais ils avaient laissé une carte de visite pour des services d'intervention familiale coincée dans le cadre de ma porte. L'agente, une femme au visage bienveillant nommée Officier du Bois, prit ma déclaration avec une sympathie évidente. « Nous avons déjà vu ce genre de harcèlement envers les personnes âgées, Madame Lefebvre. Je vais déposer un rapport et vous devriez envisager d'obtenir une ordonnance restrictive. » « Mon avocat y travaille déjà, » l'assurai-je. Le lendemain matin,
Martin appela avec une nouvelle inattendue. Madame Lefebvre, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le docteur Reynolds, qui a essayé de vous évaluer hier, n'est pas une professionnelle de la santé agréée. C'est une actrice que Scarlett connaît de son groupe de théâtre amateur. Une actrice. J'étais abasourdie par leur audace. Ils ont envoyé un faux médecin chez moi? Oui, et cela va jouer en notre faveur. Se faire passer pour un professionnel de la santé est une infraction grave. Nous l'ajoutons à notre dossier. Cet après-midi-là, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Madame Lefebvre, ici James Pelletier de la Première Banque nationale. Je vous appelle au sujet de certaines irrégularités sur vos comptes. Quel genre d'irrégularités? Nous avons remarqué des schémas de retrait inhabituels qui pourraient indiquer un déclin cognitif. Votre fils a exprimé des inquiétudes. Je l'interrompis. Êtes-vous vraiment de la Première Banque nationale, monsieur Pelletier? Bien sûr, madame. Alors vous sauriez que je n'ai pas de compte à la Première Banque nationale. Toutes mes opérations bancaires se font avec le Crédit Citoyen. Il y eut un bref silence avant que la ligne ne se coupe. Je signalai immédiatement l'appel à Martin, qui l'ajouta à notre dossier croissant de preuves de harcèlement. Ils deviennent désespérés, observa-t-il. C'est en fait un bon signe. Mais le bilan psychologique s'alourdissait. Je me retrouvais à vérifier les serrures plusieurs fois avant de me coucher, sursautant aux bruits inattendus et hésitant avant de répondre au téléphone. Le stress constant me laissait épuisée. Barbara remarqua ma fatigue. « Hélène, tu dois prendre soin de toi. Cette bataille juridique n'aura pas d'importance si ta santé en souffre. » Elle avait raison. Ce soir-là, je pris un bain chaud à l'huile de lavande, chose que je n'avais pas faite depuis des années. En me relaxant dans l'eau parfumée, je pensais à Richard. Qu'aurait-il fait dans cette situation? « Bats-toi pour ce qui est juste, Hélène », pouvais-je presque l'entendre dire. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi en cours de route. Le lendemain matin apporta une nouvelle tactique. Un grand camion de déménagement s'arrêta devant ma maison. 2 hommes en uniforme s'approchèrent de ma porte avec un document. « Madame Lefebvre, nous sommes ici pour déménager vos meubles à la résidence pour personnes âgées, les Pins Dorés. Votre fils a tout arrangé. » Je n'ai aucune intention de déménager dans une quelconque résidence, dis-je fermement. Veuillez quitter ma propriété immédiatement. Madame, nous avons les papiers ici. Tout a été autorisé. Par qui? Pas par moi. Les hommes semblaient confus. Votre fils a dit que vous aviez accepté ce déménagement. Il a dit que vous aviez signé les formulaires la semaine dernière. Je n'ai rien signé. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la police. Ils se retirèrent vers leur camion pour passer des appels. 10 minutes plus tard, ils partirent, clairement embarrassés par la situation. J'appelai immédiatement Martin. Ils essaient maintenant de me faire déménager de force de ma maison. Cela dépasse les bornes, dit Martin, sa voix habituellement calme, maintenant tendue de colère. Nous demandons une ordonnance restrictive d'urgence aujourd'hui. Retrouvez-moi à mon bureau dans 1 heure. Alors que je me préparais à partir, je remarquai une voiture qui passait lentement devant ma maison. C'était Scarlett qui observait. Nos regards se croisèrent brièvement à travers le pare-brise. Au lieu de détourner les yeux avec honte, elle sourit. Un sourire froid et calculateur qui me glaça jusqu'aux os. Cette femme qui m'avait appelée maman pendant 2 ans, qui avait partagé des repas à ma table et dormi dans ma chambre d'amis, orchestrait maintenant une campagne pour détruire ma réputation, mon autonomie et peut-être ma santé mentale. À ce moment, je compris pourquoi nous nous battions vraiment. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de ma liberté même.
Lorsque Barbara arriva pour me conduire au bureau de Martin, j'étais prête. J'avais troqué mes vêtements décontractés habituels pour le tailleur bleu marine que j'avais porté à l'enterrement de Richard. Mes cheveux étaient soigneusement coiffés, mon maquillage appliqué avec soin, et autour de mon cou brillait le collier de perles que Richard m'avait offert. « On dirait que tu pars en guerre », observa Barbara. « C'est le cas, » répondis-je. « Et j'ai l'intention de gagner. » Le palais de justice se dressait, imposant, contre le ciel matinal. Sa façade en pierre grise témoignait de la permanence de la justice. Martin et moi arrivâmes tôt, montant les larges marches avec Barbara, qui nous suivait de près pour un soutien moral. À l'intérieur, les sols en marbre résonnaient de nos pas, alors que nous nous dirigions vers la salle d'audience 3. « Rappelez-vous, » dit doucement Martin. « Restez calme, peu importe ce qu'ils disent. Le juge Charpentier est connu pour son équité, mais il a peu de patience pour les démonstrations émotionnelles. » Je hochai la tête, serrant fermement mon sac à main. À l'intérieur se trouvaient tous les relevés bancaires originaux, le rapport de transaction détaillé et la photocopie de ma carte de crédit avec l'écriture de Scarlett, tous soigneusement conservés dans des pochettes en plastique. Je m'étais habillée avec soin d'une robe bleu marine conservatrice avec mon collier de perles, voulant projeter l'image de la femme posée et mentalement saine que j'étais. Antoine et Scarlett étaient déjà assis de l'autre côté de la salle d'audience avec leur avocat. Un jeune homme élégant dans un costume coûteux qui n'arrêtait pas de feuilleter nerveusement des papiers. Lorsque nos regards se croisèrent, Antoine détourna rapidement les yeux. Mais Scarlett soutint mon regard avec un défi froid. Elle avait l'air différente aujourd'hui, sa tenue habituellement élégante, remplacée par un ensemble beige modeste qui la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. La transformation était calculée. Je savais que tout chez Scarlett était calculé. Le juge Michel Charpentier entra, et nous nous levâmes tous. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux lunettes de lecture perchées sur son nez. Après les formalités, il examina les dossiers devant lui avec une précision méthodique. « C'est une affaire complexe, » commença-t-il, avec des allégations graves des deux côtés. Madame Lefebvre allègue un abus financier et un vol d'identité contre son fils, Antoine Lefebvre, et sa femme, Scarlett Dubois. Inversement, Monsieur Lefebvre demande la tutelle des finances de sa mère pour des raisons de capacité mentale diminuée et de comportement financier erratique. Il leva les yeux, son regard se déplaçant entre les deux parties. Nous aborderons les deux questions aujourd'hui. La plainte de Madame Lefebvre sera entendue en premier. Martin présenta notre cas méthodiquement. Il afficha des copies agrandies de mes relevés bancaires sur un chevalet, soulignant le schéma d'escalade des retraits. Il montra les relevés de cartes de crédit avec les achats non autorisés encerclés en rouge. Il présenta le rapport détaillé de la banque, montrant des transactions simultanées à des endroits différents et des retraits nocturnes aux distributeurs, automatiques. « Votre honneur, » dit Martin, « sur une période de 2 ans, les défendeurs ont systématiquement épuisé les économies de retraite de Madame Lefebvre d'environ 50 000 € par une utilisation non autorisée de sa carte de crédit et des transferts d'argent direct. Lorsque Madame Lefebvre a finalement pris des mesures pour protéger ses finances, ils ont escaladé jusqu'au vol d'identité en ouvrant 3 comptes de crédit frauduleux à son nom, accumulant 15 000 € de dettes supplémentaires. Il tendit un dossier au juge. Ce sont les relevés des comptes de crédit, tous au nom de Madame Lefebvre, mais envoyés à l'adresse des défendeurs. Madame Lefebvre n'avait aucune connaissance de ces comptes avant notre enquête. L'avocat d'Antoine, Maître Peterson, se leva pour objecter. « Votre honneur, mes clients avaient une autorisation verbale pour toutes les transactions financières. Madame Lefebvre a volontairement partagé les informations de sa carte de crédit et ses données personnelles dans le cadre de leur arrangement financier familial.
Madame Lefebvre a-t-elle signé une autorisation écrite? Demanda le juge Charpentier. Non, votre honneur. Mais dans les relations familiales proches, les accords verbaux sont courants. Madame Lefebvre ne s'est jamais opposée à aucune transaction jusqu'à ces récents changements de comportement. Quel changement de comportement alléguez-vous? Paranoïa, suspicion, hostilité envers les membres de la famille. Des signes classiques de déclin cognitif précoce chez les personnes âgées. Je sentis mon visage rougir de colère, mais je me souvins des conseils de Martin et gardai une expression neutre. Martin contra immédiatement. Votre honneur, nous avons des preuves qui contredisent directement cette affirmation. Il produisit un autre dossier. Ce sont les enregistrements des caméras de sécurité de plusieurs établissements commerciaux où la carte de Madame Lefebvre a été utilisée alors qu'elle était manifestement ailleurs. Il afficha un écran partagé sur le moniteur de la salle d'audience. D'un côté, des images de Scarlett utilisant ma carte dans une boutique. De l'autre, mon relevé téléphonique montrant que j'étais en communication depuis ma ligne fixe à la maison exactement au même moment. Madame Lefebvre n'aurait pas pu autoriser ses achats en personne, car elle était physiquement ailleurs. De plus, Martin produisit les morceaux déchirés de la photocopie que j'avais trouvée, maintenant réassemblés et conservés dans une pochette en plastique. Ceci est une copie de la carte de crédit de Madame Lefebvre avec l'écriture de Madame Scarlett Dubois dessus. Notez l'instruction pour les urgences. S. Cela démontre une intention préméditée d'utiliser la carte sans autorisation directe. Le juge Charpentier examina attentivement les preuves. Maître Peterson, comment expliquez-vous ces divergences? L'avocat d'Antoine se tortilla, mal à l'aise. Votre honneur, dans toute famille, les questions financières sont souvent gérées de manière informelle. Mes clients estiment avoir agi dans les limites de leur entente avec Madame Lefebvre. Cela n'explique pas les comptes de crédit ouverts au nom de Madame Lefebvre sans sa connaissance, observa le juge. Ces comptes ont été ouverts pour des urgences familiales, intervint Antoine, incapable de se contenir. Monsieur Lefebvre, dit sévèrement le juge Charpentier, vous parlerez lorsque la cour vous y autorisera. La preuve la plus convaincante vint de mon médecin de longue date, le docteur Lisa Washington, qui témoigna de mon état mental. « Je suis le médecin de Madame Lefebvre depuis 15 ans, déclara-t-elle avec confiance. Ces examens annuels, y compris les évaluations cognitives, ne montrent aucun signe de démence, de confusion ou de toute autre déficience mentale. En fait, Madame Lefebvre obtient des scores supérieurs à la moyenne pour son groupe d'âge à tous les tests cognitifs. Le stress pourrait-il causer une paranoïa ou une confusion temporaire? Demanda maître Peterson lors du contre-interrogatoire. Le stress peut certainement affecter l'humeur et le comportement de n'importe qui, concéda le docteur Washington. Mais il ne crée pas le type de déficience cognitive durable qui justifierait une intervention légale. Le jugement et les capacités de prise de décision de Madame Lefebvre restent intactes. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me dirigeai vers la barre des témoins, la tête haute, bien que mon cœur batte la chamade dans ma poitrine. Après avoir prêté serment, je fis face à la salle d'audience, déterminée à dire ma vérité, calmement et clairement. « Madame Lefebvre, commença Martin, pouvez-vous expliquer comment cette situation financière avec votre fils et votre belle-fille s'est développée? Cela a commencé par de petits prêts après leur mariage, expliquai-je. 200 € par-ci, 300 € par-là. Ils promettaient toujours de me rembourser, mais ne le faisaient jamais. Au lieu de cela, les demandes sont devenues plus importantes et plus fréquentes. Finalement, Scarlett a demandé à utiliser ma carte de crédit pour ce qu'elle appelait des urgences.
Ce qui a commencé comme une faveur ponctuelle est devenu une routine. Quand j'ai finalement vérifié mes relevés en détail, j'ai découvert des milliers d'euros d'achats non autorisés. Avez-vous déjà explicitement autorisé votre fils ou sa femme à ouvrir des comptes de crédit à votre nom? Jamais. Je n'avais aucune connaissance de ces comptes jusqu'à ce que mon avocat les découvre. Que s'est-il passé lorsque vous avez tenté de reprendre le contrôle de vos finances? Lorsque j'ai bloqué ma carte de crédit après avoir découvert un achat non autorisé de 1 200 €, Antoine et Scarlett sont devenus hostiles. Ils m'ont accusé d'être paranoïaque et ont menacé de me couper de la famille si je ne continuais pas à fournir un soutien financier. Quand j'ai encore refusé, ils ont escaladé en essayant d'obtenir le contrôle légal de mon argent par la tutelle. Quand Antoine témoigna, son histoire changea plusieurs fois. D'abord, il affirma que j'avais donné une permission verbale pour tous les achats. Puis, sous les questions persistantes du juge, il admit que certaines dépenses avaient été des décisions impulsives. Finalement, il reconnut que les comptes de crédit supplémentaires avaient été ouverts sans ma connaissance explicite, mais insista sur le fait que c'était pour des besoins familiaux légitimes. « Monsieur Lefebvre », interrompit le juge Charpentier, sa voix ferme, « indépendamment de vos intentions, ouvrir des comptes de crédit en utilisant les informations personnelles d'une autre personne, sans son autorisation explicite, constitue un vol d'identité, un crime fédéral. » Le témoignage de Scarlett fut encore moins cohérent. Elle alternait entre les larmes et le défi, affirmant un instant que tout avait été fait à ma connaissance, puis suggérant l'instant d'après que je souffrais de problèmes de mémoire et que j'avais oublié d'avoir donné la permission. « Madame Dubois ?» lui demanda directement le juge. « Avez-vous déjà vu Madame Hélène Lefebvre signer un document vous autorisant à utiliser ces informations de crédit? » « Pas signé exactement, votre honneur, mais elle a verbalement. Un simple oui ou non suffira. »« Non, votre honneur, » admit Scarlett à contre-cœur. Après 4 heures de témoignage, le juge Charpentier annonça une brève suspension pour examiner toutes les preuves. Ces 20 minutes furent les plus longues de ma vie. Je restai assise en silence entre Martin et Barbara, regardant Antoine et Scarlett chuchoter de toute urgence avec leur avocat de l'autre côté de la pièce. Quand le juge revint, la salle d'audience tomba dans le silence. Après avoir examiné toutes les preuves et tous les témoignages, je suis prêt à statuer sur les 2 questions devant ce tribunal, commença le juge Charpentier. Premièrement, concernant la demande de tutelle des affaires financières d'Hélène Lefebvre, je ne trouve absolument aucune preuve soutenant l'allégation de capacité diminuée. Madame Lefebvre a fait preuve d'un jugement sain, d'une mémoire claire et d'actions protectrices appropriées concernant ses finances. La demande de tutelle est entièrement rejetée. J'expirais lentement, le soulagement m'envahissant. Deuxièmement, concernant la plainte de Madame Lefebvre pour abus financiers et vol d'identité. Les preuves sont accablantes et concluantes. Les défendeurs ont systématiquement utilisé à mauvais escient les ressources financières de Madame Lefebvre sans autorisation appropriée et ont frauduleusement établi des comptes de crédit à son nom. Il se tourna pour s'adresser directement à Antoine et Scarlett. Le tribunal ordonne le remboursement immédiat des 50 000 € documentés détournés des comptes de Madame Lefebvre, plus les frais de justice. Les 3 comptes de crédit frauduleux seront immédiatement annulés, toute dette associée étant retirée de l'historique de crédit de Madame Lefebvre. De plus, compte tenu des preuves de harcèlement présentées, j'émets une ordonnance restrictive interdisant à Antoine et Scarlett Lefebvre de contacter directement Hélène Lefebvre pendant 1 an. Toute communication future devra se faire par l'intermédiaire de représentants légaux. Il fit une pause, son expression grave. Le comportement documenté dans cette affaire
représente un schéma systématique d'abus financiers envers les personnes âgées. Les actions de Madame Lefebvre pour protéger ses finances n'étaient pas seulement appropriées, mais nécessaires. Cette poursuite en tutelle semble avoir été déposée comme une tactique d'intimidation pour maintenir un accès non autorisé aux ressources de la plaignante. Il se tourna vers moi avec une douceur inattendue. « Madame Lefebvre, le tribunal reconnaît la difficulté émotionnelle d'intenter une action contre des membres de sa famille. Votre courage à vous défendre est louable. »« Merci, votre honneur, » dis-je, ma voix à peine stable. Après l'ajournement de la séance, Martin expliqua que la récupération de l'argent prendrait du temps, mais que l'ordonnance du tribunal obligeait légalement Antoine et Scarlett à commencer les paiements immédiatement. S'ils ne se conformaient pas, ils feraient face à des accusations supplémentaires pour outrage au tribunal. En quittant le palais de justice, un journaliste local s'approcha. « Madame Lefebvre, avez-vous une déclaration à faire sur votre victoire contre l'abus financier de votre fils ?» J'hésitais, puis répondis « La justice a été rendue aujourd'hui, mais il n'y a pas de gagnant dans les tragédies familiales. J'espère que mon expérience encouragera d'autres personnes âgées à se protéger et à chercher de l'aide quand c'est nécessaire. » Ce soir-là, dans le calme de ma maison, je m'assis dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé, regardant mon jardin. Les bégonias rouges fleurissaient magnifiquement. Le géranium blanc se dressait, grand et fort. Tout ce que j'avais nourri avec amour prospérait malgré la tempête que nous avions traversée. Pour la première fois en 2 ans, mon argent était en sécurité. Ma maison était protégée. Mon avenir était de nouveau entre mes mains. Mais avec le soulagement vint une profonde tristesse. J'avais gagné la bataille juridique. J'avais récupéré mon argent. J'avais protégé ma dignité. Mais j'avais perdu mon fils, l'Antoine que j'avais élevé. Le garçon que j'avais soigné pendant les maladies de l'enfance. Le jeune homme que j'avais soutenu pendant ses études. Cet Antoine était parti, remplacé par un étranger qui avait été prêt à me déclarer mentalement incompétente pour accéder à mon argent. La justice avait triomphé, mais mon cœur de mère était brisé. 6 mois après l'audience, ma vie avait trouvé une nouvelle normalité. Les paiements ordonnés par le tribunal arrivaient ponctuellement chaque mois, restaurant progressivement ma sécurité financière. Plus important encore, j'avais retrouvé ma tranquillité d'esprit. Martin supervisait avec diligence la conformité d'Antoine et Scarlett à l'ordonnance du tribunal, s'assurant que chaque paiement était effectué à temps. Pendant ces mois de travail juridique, nos conversations avaient évolué au-delà des questions légales. J'avais découvert que Martin était veuf depuis 6 ans, avec 2 enfants adultes vivant dans d'autres régions, et qu'il partageait ma passion pour le jardinage. « Comment faites-vous pour que votre bougainvillier fleurisse si magnifiquement ?» demanda-t-il un après-midi alors que nous examinions les derniers documents de paiement sur ma terrasse. « Patience et soin constants, » répondis-je, comme tout ce qui en vaut la peine dans la vie. Ces visites devinrent plus fréquentes et moins professionnelles. Il arrivait avec des prétextes de documents à signer, mais restait pour un café et une conversation. Nous discutions de livres, de politique, de nos expériences de mariage et de nos espoirs pour l'avenir. Sa compagnie me faisait sentir appréciée, non pas pour mon argent, mais pour qui j'étais en tant que personne. Un dimanche après-midi d'octobre, alors que nous partagions un thé et des biscuits faits maison dans mon jardin, Martin me prit la main. « Hélène, ces mois avec toi ont été les plus heureux que j'ai connus depuis que j'ai perdu ma femme. Tu as restauré ma foi que la vie peut encore contenir de la joie et de la compagnie à notre âge. Et tu as restauré ma confiance que de bonnes personnes existent qui ne veulent pas profiter de moi, » répondis-je, surprise par l'émotion dans ma voix. Est-ce que ça semble absurde qu'un avocat de 62 ans songe à courtiser sa cliente de 70 ans? Je ris.
sentant une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il semble parfaitement merveilleux qu'une femme de 70 ans sente des papillons dans son estomac comme une écolière. Martin et moi commençâmes à nous fréquenter officiellement. Dîners au restaurant, promenades dans le parc, visites d'expositions d'art. Il me traitait avec un respect et une considération que j'avais presque oubliée. Quand il me demanda en mariage 6 mois plus tard, j'acceptai sans hésitation. Nous nous mariâmes lors d'une petite cérémonie intime. Juste nous deux, Barbara comme témoin, le frère de Martin comme le sien, et le juge qui nous déclara mari et femme. C'était parfait dans sa simplicité. Martin emménagea dans ma maison, apportant ses livres de droit, sa collection de disques de jazz et une joie tranquille qui remplissait chaque pièce. Ensemble, nous avons redessiné le bureau de Richard pour en faire notre bibliothèque commune. Ensemble, nous avons agrandi le jardin avec de nouvelles variétés de roses. Ensemble, nous avons construit des routines qui nous apportaient à tous les deux du contentement. Les après-midi, pendant que je cuisinais, Martin travaillait sur des cas pro bono, aidant d'autres personnes âgées victimes d'abus financiers familial. C'était devenu sa spécialité après mon cas, et il trouvait une profonde satisfaction à protéger les personnes vulnérables. Chaque cas que je gagne est une victoire pour la dignité humaine, me disait-il. Et je te dois tout, Hélène, à ton courage. Antoine tenta de me contacter une fois, 8 mois après mon mariage avec Martin. Il appela un mardi soir. « Maman, c'est Antoine. Je sais que je ne suis pas censé t'appeler directement, mais je devais te dire quelque chose. » « Antoine, tu sais que tu ne peux pas me contacter sans passer par Martin. » « Je veux juste dire que je suis désolée. Scarlett et moi divorçons. Elle est partie avec un autre homme, emportant tout ce que nous avions réussi à économiser après le procès. Je me retrouve sans rien. Pas d'argent, pas de femme et pas de mère. Tout ça parce que j'ai suivi ses combines. Je ressentis une pointe de douleur maternelle. Mais je n'étais plus la même femme qui avait été manipulée pendant des années. Antoine, je suis désolée que tu traverses ça. Mais les décisions ont des conséquences. Pourras-tu jamais me pardonner? Je t'ai déjà pardonné, mon fils, mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Et cela ne signifie certainement pas un retour à la situation d'avant. Nous pourrions éventuellement reconstruire une sorte de relation. Mais seulement si tu changes vraiment, pas seulement parce que tu as de nouveaux besoins d'argent. Ce fut la dernière fois que nous parlâmes directement. Par des connaissances communes, j'appris qu'Antoine avait déménagé dans une autre ville, pris un modeste emploi de comptable et reconstruisait lentement sa vie. Une partie de moi, la mère que je serais toujours, espérait qu'un jour, il deviendrait l'homme que j'avais essayé d'élever. Mais je ne mettais plus ma vie en suspens, attendant que quelqu'un d'autre change. Mes journées étaient remplies avec Martin, avec de nouvelles amitiés, avec du bénévolat à la bibliothèque locale et avec l'entretien de mon jardin en constante expansion. Scarlett apparaissait occasionnellement dans des publications sur les réseaux sociaux locaux, toujours avec un compagnon différent, affichant toujours de nouveaux achats coûteux. Je ne ressentais plus de colère envers elle, seulement de la pitié pour quelqu'un qui mesurait la valeur de la vie uniquement en possession matérielle. Un matin de printemps chaud, près de 2 ans après le procès, je reçus une lettre inattendue avec un cachet de la poste de Lille. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite d'Antoine et un chèque de 5 000 €. Chère maman, ceci est un paiement supplémentaire, au-delà de ce que le tribunal a ordonné. J'ai travaillé dur et économisé chaque centime que je pouvais pour commencer à réparer la douleur que je t'ai causée. Je vois un thérapeute qui m'aide à comprendre comment j'ai laissé la cupidité et l'influence de Scarlett l'emporter sur tout ce que tu m'as appris sur l'intégrité. Je ne demande pas ton pardon, ni que tu m'accueilles à nouveau dans ta vie. Je veux juste que tu saches que ta prise de position contre notre abus m'a forcé à affronter qui j'étais devenue
et je travaille chaque jour pour être meilleur. Avec respect et regret, Antoine. Je montrai la lettre à Martin, qui examina attentivement le chèque. Cela semble authentique, dit-il. Que vas-tu faire? Après mûre réflexion, j'encaissai le chèque, mais envoyai la moitié du montant à une fondation nouvellement créée pour les victimes d'abus financiers envers les personnes âgées. L'autre moitié, je la mis sur un compte séparé, non pas pour moi, mais comme le début d'un fonds fiduciaire pour l'éducation, si jamais Antoine avait des enfants qui pourraient avoir besoin du soutien de leur grand-mère. Cet été-là, je fus invitée à prendre la parole dans un centre communautaire sur mon expérience. Debout devant une salle remplie de personnes âgées et de leurs enfants adultes, je partageais les leçons douloureuses que j'avais apprises. L'abus financier des personnes âgées commence souvent de manière subtile, expliquai-je. De petits prêts qui ne sont jamais remboursés, l'accès aux cartes de crédit pour les urgences, une escalade progressive des demandes financières. Au moment où de nombreuses personnes âgées réalisent ce qui se passe, des dommages importants ont déjà été causés. J'ai souligné les signes avant-coureurs et les mesures de protection que les personnes âgées pouvaient prendre. Examen régulier des relevés financiers, stockage sécurisé des informations personnelles, établissement de limites claires concernant l'aide financière et surtout, ne pas laisser la honte ou la loyauté familiale les empêcher de chercher de l'aide. La leçon la plus difficile que j'ai apprise, leur dis-je, c'est qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de vous exploiter. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations saines. La présentation mena à un groupe de soutien mensuel pour les personnes âgées confrontées à des pressions financières familiales. Je devins connu dans notre communauté comme quelqu'un qui écouterait sans jugement et guiderait les autres vers les ressources appropriées. Plusieurs fois, je me suis assise avec des hommes et des femmes aux yeux larmoyants qui reconnaissaient leur propre situation dans mon histoire et trouvaient enfin le courage de se protéger. Un monsieur âgé, après avoir décrit comment sa fille et son gendre avaient vidé ses économies, me posa la question que j'entendais le plus souvent. « Mais si je me défends, ne vais-je pas perdre ma famille ?» C'est la peur qui nous maintient silencieux, reconnus-je. Mais demandez-vous, avez-vous déjà perdu la relation authentique que vous pensiez avoir? Une relation basée sur l'exploitation financière est-elle vraiment le lien familial que vous voulez préserver? Mon travail avec les personnes âgées apporta une guérison inattendue. Chaque fois que j'aidais quelqu'un d'autre à trouver sa voie et à protéger sa dignité, mes propres blessures guérissaient un peu plus. Pour mon 73e anniversaire, Martin me surprit avec une petite fête dans notre jardin. Barbara était là, ainsi que plusieurs amis du groupe de soutien et de la bibliothèque. Alors que nous savourions un gâteau et des rires à l'ombre du vieux chêne, Martin leva son verre pour porter un toast. À Hélène, dont le courage a non seulement reconquis sa propre vie, mais a aidé tant d'autres à trouver leur force. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis sur la terrasse à regarder les lucioles danser au crépuscule, je réfléchis au parcours des 3 dernières années. « As-tu des regrets ?» demanda Martin, semblant lire mes pensées. « D'avoir pris ma défense ? Pas un seul, répondis-je fermement. Sur les années de manipulation que j'ai endurées avant de trouver ma voie ? Beaucoup. Mais les regrets ne changent pas le passé. Ils ne font que voler le présent. Tu es une femme sage, Hélène Lefebvre-Leroy. Je souris au son de mon nouveau nom composé. Pas assez sage pour éviter d'être exploitée, mais peut-être assez sage pour en tirer des leçons. C'est la seule sagesse qui compte, dit Martin en prenant ma main. Celle qui transforme la douleur en but. 3 mois plus tard, je reçus une autre lettre d'Antoine. Celle-ci contenait une image d'échographie. Lui et une femme nommée Rachel
attendait un enfant, une fille. Il prévoyait de l'appeler Hélène. La lettre ne contenait aucune demande, aucune allusion à une réconciliation ou à des besoins financiers, juste un simple partage de nouvelles qu'il pensait pouvoir m'apporter. Je répondis avec mes félicitations et joignis une petite couverture de bébé faite à la main. Ce n'était pas exactement le pardon, cela avait déjà été donné. C'était quelque chose de plus hésitant, mais peut-être plus important, la possibilité d'un nouveau départ. À 73 ans, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour défendre sa dignité. Jamais trop tard pour dire non. Jamais trop tard pour recommencer. J'avais perdu beaucoup d'argent et failli perdre mon fils unique dans le processus. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Ma liberté, mon respect de moi-même et la chance d'un véritable amour dans la saison la plus inattendue de ma vie. Chaque matin, je me réveille dans ma propre maison, avec mes finances en sécurité, à côté d'un homme qui m'aime pour qui je suis plutôt que pour ce que je possède. C'est une victoire plus douce que je n'aurais pu l'imaginer. La vie m'a appris que parfois, pour tout gagner, il faut être prêt à risquer de perdre ce que l'on pensait ne pas pouvoir vivre sans.